Donc, le projet Moraki que je vais vous présenter rapidement, c'est centré sur la question donc, de l'héritage du passé, des pratiques et donc de l'azote qui est rentré dans les systèmes. Donc, je vais vous présenter succinctement les méthodes, donc deux méthodes qu'on a utilisées et qui nous ont permis d'appréhender un certain mode de fonctionnement de la nappe. Puis je vous présenterai donc deux niveaux de résultats. Un premier sur les types de flux et un deuxième sur le devenir des systèmes. Donc, Moraki, la question qu'on s'est posée, elle est assez simple, c'est celle qui remontait des territoires, c'est qu'est-ce qui se passe dans la rivière et si j'agis sur les pratiques, sur les territoires, donc ça fait bouger mon signal d'entrée, à quel moment ces modifications vont se répercuter dans la rivière. Et donc ça fait appel au lien entre le bassin versant, donc l'endroit des activités, et la rivière. Et le lien entre ces deux systèmes, c'est le milieu souterrain. Donc on va voir le milieu souterrain, hein, très majoritairement ceux qui contribuent à la rivière. Et c'est un milieu qui est complexe et assez lent. Et donc, notre objectif, c'était de le prendre davantage, mieux en compte dans les modèles. Et donc, on a travaillé sur trois bassins versants, celui du Douron en baie de Morlaix, le Ry et le Keraro en baie de Douarnenez. Alors, deux méthodes. Donc, tout d'abord, vous allez voir, on a utilisé les chroniques de débit et de concentration qui ont été accumulées par les acteurs des territoires. Et puis, on a utilisé donc une méthode où on est allé sur le terrain, donc à la fois en rivière, dans des puits, dans des sources, dans des forages plus profonds, pour mesurer des gaz dissous. Alors, on mesure notamment des gaz qu'on appelle les CFC, qui sont des gaz utilisés dans les activités humaines, notamment dans nos réfrigérateurs à une certaine époque. Et donc, vous avez ici les chroniques dans l'atmosphère. Vous voyez que c'est des gaz qui n'existaient pas au début du XXe siècle, jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Et puis, avec le développement donc, des activités, leur concentration a augmenté dans l'atmosphère. Donc, quand on échantillonne de l'eau, cette eau, elle s'est équilibrée avec l'atmosphère au moment où elle s'infiltre dans la nappe. Donc, elle garde ensuite cette concentration. Donc, quand on l'échantillonne, on peut recalculer une concentration qui était celle donc d'équilibre avec l'atmosphère. Et vous voyez que cette concentration correspond à une date précise, qui est la date à laquelle l'eau a quitté le milieu atmosphérique et rentré dans la nappe. Donc, la distance qui nous sépare de 1981, par exemple, c'est le temps qu'il a fallu à l'eau pour parcourir depuis le point d'entrée jusqu'à l'endroit où on l'a échantillonné, par exemple potentiellement dans la rivière ou dans un captage. Donc ça, c'est extrêmement précieux puisque ça nous donne une contrainte temporelle qui manque beaucoup pour le milieu souterrain. Donc, juste un exemple sur un bassin versant, vous voyez que donc, le code couleur correspond au type de prélèvement, avec en bleu, par exemple, les rivières. Globalement, on a des temps de résidence, d'âge de l'eau, qui sont de l'ordre de la vingtaine d'années. Et dans les forages les plus profonds, on peut avoir des valeurs plus importantes, 53 ou 60. Et vous voyez que c'est très stable au cours de l'année. On a deux périodes d'échantillonnage. Et c'est également assez homogène entre les trois bassins versants, donc ce qui nous rend assez sûrs de nos données. Alors, globalement, ce qu'on observe, vous voyez donc ici deux bassins versants, les différents types de prélèvements, rivières, sources, puits et forages, et donc l'âge, ce sont donc ces valeurs autour de 20 ans, sauf dans les forages où on a des valeurs plus élevées, et on peut les comparer aux nitrates, où on voit que globalement, on augmente quand on va de la rivière vers les puits, et en revanche, on n'a plus de nitrates dans les forages profonds. Vous verrez tout à l'heure comment est-ce que le milieu souterrain permet d'expliquer ce schéma. Et globalement, ce couplage entre des concentrations en nitrate et des temps nous permet aussi de conforter les reconstructions qu'on a faites des apports azotés, c'est-à-dire les entrées dans la nappe au cours du temps qu'on va utiliser dans les modèles. Alors justement, les modèles, la technique qu'on a utilisée, c'est un modèle très simplifié qui représente l'ensemble du bassin versant
à travers juste une coupe comme celle que vous voyez ici. Hein, donc, vous l'avez ici schématisé donc, dans le modèle. Et dans ce modèle, donc, qui est un modèle avec une grille et des mailles, on définit 3 paramètres: la porosité, l'ensemble des espaces vides remplis par l'eau, la conductivité hydraulique, c'est-à-dire la capacité du milieu à laisser passer l'eau, et l'épaisseur du modèle. Et on va faire varier ces différents paramètres et ça va permettre donc de définir les écoulements et un certain nombre d'autres caractéristiques du modèle, notamment, par exemple, son temps de résidence. Alors, à ce modèle hydrologique, on va le coupler avec TNT2, donc le modèle agronomique de l'INRA, qui, lui, va nous définir, à partir donc, des enquêtes sur les pratiques, ce qui se passe dans le sol et la quantité donc, de nitrate qui va pouvoir rentrer dans la nappe. Et donc, c'est ça ce qu'on récupère. Et dans notre modèle, on va donc transporter ces nitrates à l'intérieur du système. Alors, on va rajouter un 4e paramètre qui est le taux de dénitrification, c'est-à-dire qu'on va accepter le fait que dans le milieu, on a aussi une perte de nitrate. Donc, voilà, 4 paramètres. Et l'intérêt d'avoir fait un modèle simple comme ça, c'est que bon, on reste cohérent d'un point de vue hydrologique, mais ce n'est pas juste une formule mathématique qui fait le lien entre l'entrée et la sortie, sans mettre forcément d'a priori, c'est-à-dire de créer des structures en disant, voilà, on va avoir dans cette partie-là telle porosité, etc. C'est plutôt la démarche qu'on fait habituellement. Et le gros avantage, c'est qu'avec l'amélioration des techniques, un modèle simple comme ça, on peut le tester des milliers de fois, et on l'a fait en fait des dizaines de milliers de fois. Et ça nous permet donc pour chaque paramètre, les 4 paramètres, de tester la totalité des possibles. Et donc de regarder au sein de ces possibles comment ça fonctionne. Alors je vous montre un petit exemple. Ici, vous avez donc le temps de résidence, donc une des résultantes du modèle. Et puis ici, un autre paramètre que je vais définir juste après, qui est le pourcentage d'eau qui a un âge très récent. On va voir qu'elle passe surtout par la partie très superficielle du système. Et vous voyez ici, chaque point ou chaque étoile, c'est un modèle, c'est-à-dire avec des paramètres différents. Vous voyez qu'il y en a vraiment une très grande quantité. Et donc, qu'on a testé, par exemple, des modèles dont le temps de résidence va de 5 ans jusqu'à 100 ans, ou des pourcentages d'âge très jeunes qui vont de 5 jusqu'à 80%. Donc, cette gamme-là n'est pas possible. Et donc, le point important, c'est qu'on va choisir quels sont les modèles qui fonctionnent, c'est-à-dire ceux qui répondent aux différentes observations, les débits, les concentrations en nitrate, par exemple, et les temps de résidence. Et donc, vous voyez, ce code couleur nous dit, si on est jaune-vert, le modèle marche bien, il reproduit bien la réalité. Si on est violet, il ne marche pas bien. Et donc, vous voyez que par rapport à tous ces possibles, on va sélectionner un petit nombre de modèles qui répondent bien aux différents critères. Donc, voilà, c'est ça la démarche. Un modèle simple, explorer tous les possibles et choisir les modèles qui marchent. Alors, qu'est-ce que nous disent ces modèles? D'abord, voilà ici un exemple sur un des bassins versants. Donc ici, vous voyez en noir, c'est ce qui est observé, et donc la période de calibration qui va de 2000 à 2010. Et puis donc, les différents modèles qu'on a utilisés, les 3 couleurs, bleu, vert, rose, ce sont 3 familles de modèles avec des paramètres différents. Donc, il y a plusieurs combinaisons qui permettent d'expliquer les données. Mais globalement, vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est assez cohérent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le fonctionnement de la nappe? Alors, ça nous montre qu'il y a 3 types d'écoulements. Donc, tout d'abord, un écoulement de subsurface entre 10 et 20 mètres, une fois que l'eau s'est infiltrée, qui est l'écoulement de la zone altérée, pour se recoller avec de la géologie. Un écoulement profond, qui est plutôt de 20-30 mètres jusqu'à une centaine de mètres. Et puis, au contraire, un écoulement très proche de la surface, qui correspond notamment aussi au débordement de nappe en période hivernale, au moment où on va avoir la nappe qui va affleurer, va permettre des écoulements extrêmement rapides vers la rivière. Et donc, ces 3 niveaux de flux, on a pu les définir à travers le modèle. Et le modèle nous montre aussi comment se crée l'héritage. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous avez ici en bleu donc, la simulation
de déconcentration dans la rivière et en noir ce qui est observé effectivement. Et puis vous avez ici en vert les entrées dans le système, c'est-à-dire ce qui est fourni par TNT2, donc ce qui sort en fait des activités sur les bassins versants. Donc vous voyez notamment qu'on a un pic dans ces entrées dans les années 90. Et donc là, c'est toujours la coupe de mon bassin versant. La rivière est donc à gauche ici. Et on va avoir, alors, par contre, voilà. Donc, vous voyez ici se déplacer donc, au cours du temps. Et donc, le code couleur, c'est la concentration en nitrate. Plus on va vers le rouge, plus on a des choses concentrées. Et donc, vous voyez que ce pic ici se traduit par l'entrée dans le système. Je rejoue une deuxième fois. Voilà. Donc, qui augmente progressivement, qui s'accumule ici. Donc, on voit, on arrive dans le rouge. Et puis, quand on passe le pic, eh bien, vous voyez qu'on rentre à nouveau des concentrations moins élevées. Mais ce pic, même s'il s'approfondit au fur et à mesure et que sa concentration diminue aussi légèrement par les processus de dénitrification, il est toujours présent. Donc, on voit bien comment se constitue cet héritage, notamment à cause des transferts plus ou moins longs. Voilà. Alors, ça m'amène donc à la partie résultats, et qui sont en deux grands types de résultats. Donc, le premier, c'est ces trois niveaux de flux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ben, on a pu les caractériser. Donc, on a pu caractériser leur temps moyen, on va dire, gamme de temps de résidence, et leur proportion dans la rivière. Donc, quelle est leur part dans la rivière. Donc, la partie des écoulements rapides, les débordements de nappe, son temps, c'est moins d'1 an. C'est effectivement très rapide. Et c'est de l'ordre de 10 à 15%. Donc, c'est assez faible comme influence dans la rivière. C'est principalement pendant les périodes de hautes eaux et les périodes de crue. En revanche, la subsurface, c'est entre 10 et 20 ans. C'est typiquement ce qu'on a pu mesurer sur le terrain. Et c'est l'écoulement majeur, 40 à 70%. La partie profonde, c'est la partie très lente. Donc, c'est notamment qui va donner une partie de cet héritage. Et elle n'est pas négligeable, elle est entre 20 à 30%. Mais elle n'est pas majoritaire. Donc, ça, c'est le premier résultat, c'était quantifier les trois niveaux de nappe. Ensuite, on va utiliser ce modèle pour essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a testé deux scénarios. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe si on maintient des activités à un niveau constant. Donc là, vous voyez, on a pris juste la sortie en 2010 et on l'a maintenue. Et donc, voilà, ce qu'on observe ici sur le riz, c'est que comme on avait au départ un certain héritage et qu'au fur et à mesure, on l'a vu sur la vidéo, il s'éloigne dans le temps et il s'éloigne en profondeur, on observe une diminution progressive qui s'atténue au cours du temps. Et ce qu'on voit également, c'est que plus le pic des années 90 a été important, plus cette diminution va être marquée. Ici, le carreau. Et ici, le douron, où vous voyez que le pic des années 90 étant très peu marqué, si on maintient les activités, il ne se passe pratiquement plus rien. Deuxième scénario, si on est sur une tendance à la décroissance, qui continue plus ou moins celle qu'on a observée entre les années 2000 et 2010, et donc là, on va accentuer cette diminution progressive, mais dont on voit qu'elle s'atténue au cours du temps. Et donc, c'est pareil, c'est d'autant plus fort que le système a eu un pic important dans les années 90. Alors, globalement, on a pu quantifier cet effet, c'est-à-dire le fait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe assez vite, et puis on a aussi des choses qui se passent plus lentement. Alors, on l'a quantifié, en fait, quel que soit l'impact, quelle que soit la diminution. Donc là, on a pris une diminution brutale parce que c'est plus facile de le voir, mais ça marcherait aussi si on faisait une diminution qui s'étale dans le temps. Alors ici, prenons un exemple d'une diminution de l'ordre de 10 mg par litre, par exemple, sur ce qui va rentrer dans la nappe. Et donc, cette diminution brutale, on va considérer que c'est 100%. Et voici ce qui se passe donc, dans la rivière. On va donc de 0 à 100%. Donc, plus on est vers le bas, et plus la diminution se répercute
dans la rivière. Et donc, on l'observe en fonction du temps. Alors, on observe donc sur cette diminution, donc là, il y avait tout un ensemble de modèles. Je simplifie, je fais juste une valeur moyenne pour ces différents modèles, donc pour les 3 bassins versants. Au bout d'un an, sur le riz et le Keraro, on a à peu près 10% de la variation qui s'est répercutée. Donc, si c'était 10 mg, par exemple, on observe 1 mg de diminution dans la rivière. Sur le Douron, en jaune, on est à 15%. Au bout de 5 ans, sur le riz et le Keraro, on a répercuté 30%, sur le Douron, 45%. Et au bout de 15 ans, on a répercuté donc 50 à 60% sur riz et Keraro et 80% sur le Douron, qui réagit plus vite que les autres. Et vous voyez que globalement, ces 3 niveaux correspondent ici à la partie donc, rapide que j'ai présentée tout à l'heure, là la partie moyenne entre 5 et 10 ans, et puis au-delà de 15 ans, on est plutôt en train de toucher à la partie profonde en bleu foncé. Donc, globalement, on observe des choses donc, qui à la fois réagissent rapidement et puis vont ensuite s'étaler dans le temps. Et donc, ce sera ma conclusion avec ce titre, J'ai rythme mais j'agis, qui consiste à dire que, ben oui, si on agit, on va observer des résultats très rapidement. Je vous ai dit 1 an, il faut aussi tenir compte de la partie qui est dans le sol, donc on va dire entre 1 et 2, 3 ans. On va avoir une partie assez importante de l'effet des actions qui va s'observer dans la rivière entre 5 et 10 ans. Donc, ce n'est pas dans 2 ou 3 générations, c'est quelque chose qu'on peut voir assez rapidement. Et puis, il y en a une partie, mais elle reste minoritaire, plutôt de l'ordre de 30%, on va dire, qui effectivement va demander davantage de temps, au moins 20, 30, 40, 50 ans. Donc, c'est le message que voilà, ce travail de modélisation nous a permis de conforter. Ce n'est pas un message qui est fondamentalement nouveau, des choses qui ont déjà été observées à travers des modélisations, mais qu'on a pu quantifier de façon nettement plus précise, voilà, et qui permet d'avoir vraiment des ordres de grandeur sur ce qui se passe aujourd'hui et sur la part qui est liée aux héritages. Voilà, je vous remercie de votre attention.